Un grand merci à Gilles Boeuf de m'avoir invité. Alors, le thème du colloque sur l'homme peut-il s'adapter à lui-même m'intéresse particulièrement parce que c'est un des volets qui sera traité dans le futur musée de l'homme qu'on va réouvrir en 2015. Donc, je suis particulièrement intéressée à écouter les différentes conférences. Moi, je vais vous parler de mon point de vue en tant qu'anthropologue et généticienne, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant l'impact de l'homme sur la biodiversité et sur son environnement que le retour. C'est-à-dire, étant donné que l'homme change son mode de vie, change son environnement, quel retour on peut attendre sur, cette fois-ci, l'évolution de l'homme en tant que tel. Effectivement, on entend très souvent que l'homme moderne est dénaturé, qu'il n'est plus soumis à l'évolution biologique grâce à sa culture et à sa technologie. Et en fait, je vais vous montrer par plusieurs exemples qu'en fait, ce n'est pas si simple, qu'il y a une interaction assez forte entre la culture et la génétique et l'évolution. Et donc, déjà, ainsi qu'on me l'a fait remarquer, je vais définir le terme que j'emploie pour la culture. Pour moi, la culture est un terme au sens large. Je suis plutôt je m'inscris plutôt dans la définition qu'en donne Maurice Godelier. C'est-à-dire que pour moi, la culture, ce n'est pas juste la culture matérielle, c'est aussi tout ce qui est social, tout ce qui est valeur, tout ce qui est politique. Donc, comme vous le verrez, le terme que j'emploie pour désigner culture, c'est vraiment une définition au sens large. Alors, dans mon exposé, il va y avoir deux parties. La première partie qui est sur la culture et la diversité génétique, et après ça, sur la culture et la sélection naturelle. Déjà, pourquoi la culture et la diversité génétique? Parce que toute évolution ne peut se faire qu'à partir de diversité génétique. La diversité génétique, c'est la potentialité qui va pouvoir être après utilisée par la sélection pour faire de l'évolution qui peut entraîner des adaptations ou des maladaptations. Alors, le premier trait culturel qui a été étudié, car en lien avec la diversité génétique, c'est la langue. Effectivement, si on regarde les langues sur Terre, on parle entre 6 000 et 8 000 langues sur Terre. Beaucoup sont en train de disparaître, mais néanmoins, il y en a plusieurs milliers, et ces langues sont regroupées par grandes familles linguistiques en raison de leur proximité. Et dès les années 90, Cavalli-Sforza, qui d'ailleurs lui aussi a eu une année une chaire au Collège de France, a montré qu'il y avait un lien fort entre la diversité génétique et les langues. À savoir que ici, si on représente les proximités des populations sur le plan génétique, là, à gauche, et les proximités des populations sur le plan linguistique à droite, en les regroupant comme grandes familles, on voit que, grosso modo, il y a une bonne synchronisation entre les deux, donc comme si, en gros, la génétique et la linguistique étaient intimement liées. C'est-à-dire que les gens qui parlent des langues différentes vont, en général, être génétiquement différents. Pour comprendre ce phénomène général, on a monté du travail de terrain, parce que l'anthropologie, bien sûr, passe par un travail de terrain, et on a choisi une zone du monde ici en rouge, qui est l'Asie centrale. Pourquoi? Parce que c'est une zone du monde où on a deux grandes familles linguistiques qui se rencontrent, la famille dite des langues turques et la famille dite des langues indo-iraniennes. Et on s'est dit que c'était intéressant de comprendre, dans des zones de contact, comment ça se passait et donc comment on arrivait à maintenir cette espèce de lien entre génétique et linguistique. Donc on a fait bien sûr du travail de terrain. Un généticien, ça veut dire prendre du sang. Et aussi des enquêtes linguistiques avec un linguiste. Et donc voilà à peu près le résultat de plusieurs campagnes d'échantillonnage qui couvrent un peu la diversité ethnique et linguistique de différents pays d'Asie centrale. Et donc voilà les résultats importants d'un point de vue génétique que je vais vous expliquer. On représente la proximité génétique entre les populations par ce type de graphique qui résume toute l'information génétique qu'on a. Chaque
point et une population. Et la proximité sur le graphique résume la proximité génétique. Plus deux populations sont proches sur ce graphique, plus ça signifie qu'elles sont proches génétiquement. Les axes des abscisses et des ordonnées n'ont aucune signification en tant que telle. Ce qu'il y a d'important, c'est les positions relatives des points sur ce type de graphique, c'est-à-dire en fait les notions de proximité. Et là est apparu quelque chose... Donc, pour analyser, qu'est-ce que je veux dire? Pour analyser la diversité génétique, en général, dans les populations humaines, on a un grand paramètre, c'est qu'on a un lien entre la proximité génétique, ici, mon pointeur ne marche pas très bien, hein. Non, bon, entre la proximité génétique et la proximité géographique. C'est-à-dire qu'en général, plus deux populations sont proches géographiquement, plus elles sont proches génétiquement. C'est assez logique, quand deux populations sont proches géographiquement, elles échangent des individus, donc elles échangent des gènes, donc elles se ressemblent génétiquement. À l'inverse, des populations très éloignées géographiquement, en général, échangent peu d'individus, donc échangent peu de gènes, donc vont avoir tendance à pas beaucoup se ressembler génétiquement. C'est plus facile pour quelqu'un en Afrique d'épouser quelqu'un d'autre en Afrique du village d'à côté que d'épouser quelqu'un au Groenland. Donc, inévitablement, les populations se ressemblent d'autant plus qu'elles sont proches géographiquement. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve en général un peu partout dans les populations humaines, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi assez souvent dans les populations animales. Or, en Asie centrale, si on regarde dans le détail, si vous regardez... Ah, super. Alors, oui, merci. Si vous regardez ces populations identifiées par des flèches rouges, donc qui sont proches génétiquement, en fait, sur la carte, les mêmes populations avec les flèches rouges, vous voyez qu'elles sont très éloignées géographiquement. À l'inverse, des populations ici très proches géographiquement sont en fait éloignées génétiquement. Donc, on n'a pas du tout, la diversité génétique dans cette région du monde n'est pas du tout déterminée par la géographie. On a à la fois des populations éloignées géographiquement, mais qui se ressemblent génétiquement, et à l'inverse, des populations proches géographiquement, mais qui sont différentes génétiquement. En fait, si l'on revient à notre donnée de base et qu'on entoure les populations de même famille linguistique, on voit qu'on a clairement une famille, un groupe de populations qui correspond à la famille linguistique de l'indo-iranien et un autre groupe de populations qui correspond aux langues turques. En fait, la diversité génétique dans cette région du monde est essentiellement structurée par la linguistique. Les individus de même langue, les populations de même langue se ressemblent d'autant plus génétiquement qu'ils parlent des langues similaires. À l'inverse, des populations, des individus qui appartiennent à des familles de langues différentes, la langue fonctionne comme une barrière et crée des différences génétiques entre des populations qui parlent des langues différentes. Donc, la langue fonctionne au niveau des familles linguistiques comme une barrière qui limite les échanges génétiques. Alors ça, c'est un exemple. Ça a été documenté chez l'homme qui avait beaucoup d'autres traits culturels comme ça, qui jouaient finalement sur la diversité génétique en limitant, par exemple, les échanges. Vous avez des systèmes de castes en Inde où des populations sont au même endroit, mais sont différentes génétiquement parce que les individus appartiennent à des castes différentes. Il y a quelqu'un au laboratoire aussi qui a montré aussi en Hollande la différence génétique est essentiellement structurée, cette fois-ci pas par la langue, mais par la religion. Vous avez des différences génétiques significatives entre les Hollandais catholiques et les protestants. Alors, un autre exemple un peu plus complexe qui, cette fois-ci, concerne l'Afrique centrale, où vous avez à la fois des chasseurs-cueilleurs pygmées et des voisins agriculteurs. Donc ça, c'est à peu près toutes les populations en rouge qu'on a pu échantillonner de populations pygmées à l'est et à l'ouest de l'Afrique. Et là, vous allez voir, il y a encore des rapports entre culture et mélange génétique et diversité génétique qui sont encore plus complexes. Déjà, tous nos travaux génétiques, une bonne partie de nos travaux ont permis de retracer l'histoire des populations de cette région, d'Afrique centrale. Donc, il y a environ 70 000 ans, les populations ancêtres des pygmées, les populations ancêtres des non-pygmées se séparent. Il y a environ 20 000 ans,
les populations pygmées de l'Est se séparent des populations de l'Ouest. Il y a 3000 ans, on sait très bien qu'il y a l'apparition de l'agriculture en Afrique centrale avec ce qu'on appelle l'expansion bantoue, et ces populations non pygmées arrivent dans la forêt tropicale, là où habitaient avant uniquement les pygmées. Suite à leur arrivée, les populations pygmées se sont morcelées, donc les unes par rapport aux autres, et donc ils arrivent il y a environ 3000 ans. Et il y a 1000 ans, on a pu évaluer qu'il y a seulement 1000 ans, il y a du mélange génétique entre ces deux populations. C'est-à-dire, elles se côtoient pendant 2000 ans, à peu près, sans qu'il n'y ait aucun échange génétique entre les populations. C'est-à-dire, pendant plus de 2000 ans, vous avez une barrière culturelle tellement forte que des populations qui se côtoient ne se mélangent pas génétiquement. Première chose. Deuxièmement, quand elles commencent à se mélanger, ce mélange est complètement asymétrique. Vous avez uniquement des flux de gènes des agriculteurs vers les populations pygmées. On n'a pas du tout de flux de gènes dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est les agriculteurs qui arrivent, qui envoient, entre guillemets, leurs gènes dans les populations de chasseurs-cueilleurs. Alors, comment ça se passe en pratique? Comment on fait des flux de gènes asymétriques? C'est bien sûr extrêmement déterminé par des règles sociales d'intermariage. Donc à gauche, en rouge, vous avez les pygmées et à droite, vous avez les voisins non pygmées. Il n'y a quasiment aucun mariage documenté entre une femme non pygmée et un homme pygmé. À l'inverse, il y a des mariages possibles entre les femmes pygmées et les hommes non pygmés pour plusieurs raisons, dont une qui est liée à un mythe. Il y a un mythe de la fertilité des femmes pygmées. Donc il y a pas mal d'hommes non pygmés qui souhaitent avoir une épouse pygmée. Une fois que le mariage a eu lieu, les individus viennent tous vivre dans le village du villageois, étant donné que c'est des sociétés patrilocales. Donc on va vivre dans le village du mari, comme avant c'était en France, quand il y avait du mariage entre des gens de village, en général, ils allaient vivre dans le village de la famille de l'époux. Donc là, c'est pareil. Donc, ils ont des enfants, donc vous voyez bien que dans ce cas-là, on devrait avoir des flux de gènes du rouge, c'est-à-dire des pygmées vers les non-pygmées. Or, génétiquement, on trouve exactement l'inverse, parce que, en fait, un grand nombre des unions entre une femme pygmée et un homme non-pygmé finissent très tôt par des divorces. Elles subissent un tel ostracisme dans les villages des non-pygmées qu'au bout d'un moment, elles partent, elles retournent dans leur groupe d'origine, leur groupe pygmée. Et donc, finalement, les enfants reviennent et vivent dans les villages pygmées. C'est aussi ce qui se passe dans le cas du décès du mari, et sans exclure aussi, bien évidemment, les naissances illégitimes. Donc ça, c'est ces règles sociales, donc ça c'est du social pur, c'est vraiment du social, créent effectivement un flux de gènes asymétrique d'une population vers une autre, cette fois-ci des non-pygmées vers les pygmées, et en plus, les taux de mélange sont variables d'une population pygmée à une autre. Donc, on voit que les populations humaines, du fait de la culture, donc de règles sociales, peuvent se côtoyer pendant plusieurs siècles sans qu'il y ait de mélange, et une fois qu'il y a des mélanges, faire des mélanges, dans ce cas-là, assez particuliers, complètement asymétriques. Alors, à partir de là, comme vous savez, en plus d'un impact plus fort de l'homme sur la planète, on a aussi une intensification des mouvements migratoires. Donc, il est raisonnable de se poser la question de l'avenir de l'homme par rapport à ces échanges génétiques. Une des particularités actuelles des mélanges, c'est qu'on met de plus en plus en proximité des populations d'origine très différentes. C'est-à-dire, avant, il y avait plutôt des migrations de proche en proche, et maintenant, vous avez des migrations de gens qui viennent de très loin les uns des autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est très peu documenté, mais de ce qu'on voit, il y a vraiment tout type de réaction. Vous avez des groupes qui se referment complètement, c'est-à-dire, au lieu
une fois qu'ils ont migré, de se mélanger d'autant plus. Au contraire, on a un renfermement encore plus fort des groupes. Ça a été bien documenté chez les populations pakistanaises en Angleterre, parce qu'on voit une prévalence très forte de maladies héréditaires rares. C'est de la même manière documenté chez les populations turques en Allemagne, qui finalement sont encore plus endogames et encore plus fermées que dans leur population d'origine. Donc vous avez des cas comme ça, et vous avez des cas complètement inverses. Le plus bel exemple, c'est le Brésil, où vous avez un brassage génétique fort entre plein de populations d'origine différentes. Donc déjà, pour cet aspect sur la diversité génétique, on ne sait pas très bien dans quel sens ça va aller, si ça va aller vers des renforcements des identités différentes ou au contraire des mélanges plus grands. C'est quelque chose de très intéressant à suivre. Donc sur culture et diversité génétique, donc j'espère que, je vous ai montré donc, que les comportements culturels et sociaux ont un impact sur la diversité biologique, et ça c'est d'autant plus important que c'est cette diversité qui est le potentiel pour après qu'il y ait de la sélection naturelle. C'est bien parce qu'il y a des différences génétiques entre des populations qu'on va pouvoir avoir des adaptations différentes des populations. Alors, donc, ce qui me fait la transition vers la deuxième partie, culture et sélection, où là, je vais vous présenter l'interaction, cette fois-ci, entre la culture et la sélection naturelle, et particulièrement avec un des points très importants, comme l'a souligné Yves Coppens, qui sont les transitions alimentaires. Alors, moi, j'ai fait commencer mon graphique à seulement 150 000 ans, mais j'aurais dû mettre 3 millions d'années. Donc, pour l'essentiel de notre évolution, nous sommes une espèce chasseur-cueilleur. Et il y a environ 10 000 ans, on a donc la révolution néolithique, c'est-à-dire qu'on exploite nos ressources différemment et on voit apparaître des nouveaux modes de vie qui n'existaient pas avant. On voit apparaître le mode de vie éleveur, donc avec cette fois-ci une alimentation extrêmement enrichie en lait et en produits laitiers, une alimentation d'agriculteurs sédentaires avec une alimentation très enrichie en carbohydrates, en amidon donnés par les céréales. Et bien sûr, des populations qui continuent, elles, à rester chasseurs-cueilleurs. Aujourd'hui, on a une nouvelle révolution avec le passage d'un mode de vie, entre guillemets, traditionnel à un mode de vie industrialisé. L'agriculture, c'est un phénomène majeur. C'est extrêmement intéressant parce qu'à quelques milliers d'années près, on a plusieurs foyers d'apparition de l'agriculture indépendamment dans différents endroits du monde. Pourquoi certaines populations font la transition vers l'agriculture ? On ne le sait pas exactement dans le détail, mais nos études de génétique ont pu montrer que les populations qui font la transition vers l'agriculture sont des populations qui étaient en croissance démographique avant l'agriculture. C'est-à-dire avant la transition vers l'agriculture, donc avant les 10 000 ans, les populations, certaines populations étaient en croissance démographique et du coup, elles ont fait la transition vers l'agriculture, qui après a renforcé à nouveau cette explosion démographique. Donc, alors, suite à ce changement de mode de vie, il y a eu plusieurs adaptations qu'a subi l'homme. L'exemple le plus simple, mais il y en a d'autres, c'est ce qu'on appelle la tolérance au lactose, mais comme il est très emblématique, il présente bien les mécanismes, je vais vous le présenter. Donc, normalement, tous les mammifères, pour digérer le lait, on a besoin d'une enzyme qui s'appelle la lactase. Cette lactase, chez tous les mammifères, elle ne fonctionne pas chez les adultes. Elle ne fonctionne que chez les jeunes et après, elle devient inactive à l'âge adulte. Donc, normalement, les adultes ne peuvent pas digérer le lait. Mais on s'est rendu compte dès les années 60-70 qu'il y avait plusieurs populations humaines, là, identifiées en bleu,
où il y avait une très forte fréquence d'adultes qui pouvaient digérer le lait, donc on disait tolérants au lactose, donc des adultes tolérants au lactose. Et dès les années 60-70, les anthropologues ont pu montrer que ces populations où on a une forte fréquence de tolérants au lactose sont les populations où le lait est un aliment de base dans l'alimentation, à savoir les populations pastorales, donc celles qui, dans la diversification des modes de vie, étaient allées plutôt vers l'élevage. Grâce aux données génétiques qui sont sorties il y a 4-5 ans, on connaît maintenant les gènes. On a pu regarder avec les outils de la génétique la sélection et on a pu montrer qu'effectivement, les mutations qui confèrent la tolérance au lactose sont des mutations qui ont augmenté très rapidement par sélection naturelle. Et chose intéressante, on peut dater depuis quand ces mutations ont augmenté en fréquence et ça correspond à peu près aux périodes néolithiques. Et alors, autre chose d'extrêmement intéressant, c'est que selon le continent, ce ne sont pas les mêmes mutations qui ont augmenté en fréquence. C'est une mutation qui a augmenté en fréquence en Afrique, n'est pas la même qu'une autre mutation qui a augmenté en fréquence au Moyen-Orient, qui est encore différente d'une mutation qui a augmenté en Europe. On voit bien que ces mutations ne sont pas apparues au néolithique. Elles existaient déjà, mais au néolithique, elles sont devenues avantageuses car elles permettaient de consommer le lait frais à l'âge adulte. Donc on voit bien que c'est sur le fond de diversité génétique qui existait déjà qu'il y a eu des phénomènes de sélection qui ont permis cette adaptation. Alors, il y a d'autres exemples liés à la transition vers le néolithique. Il y a des gènes impliqués dans la digestion de l'amidon. Il y a le diabète type 2. Alors ça, c'est un exemple extrêmement intéressant. Si vous savez que durant notre évolution, donc toute la période où on était chasseurs-cueilleurs, on a sélectionné une forme d'insuline très bien adaptée à finalement une consommation de sucre relativement réduite. Avec l'arrivée du mode de vie et de la consommation industrielle où il y a beaucoup de sucre, cette insuline n'est pas adaptée et dans certains cas fait de ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, puis du diabète type 2. C'est-à-dire qu'en fait, on est mal adapté à l'insuline qu'on a sélectionnée pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Et alors, chose intéressante, cette maladaptation, donc ce diabète, est très différent d'une population à une autre. Ça a été très bien documenté aux États-Unis, où ils ont comparé pour une même alimentation le diabète chez les individus d'origine européenne, donc ceux qui ont fait la transition néolithique vers l'agriculture il y a 10 000 ans, et les individus d'origine amérindienne, qui, eux, n'ont pas fait la transition néolithique. Chez les populations amérindiennes, la prévalence du diabète est environ 5 fois plus élevée que chez les populations d'origine européenne. Alors pourquoi ? Parce que ces populations d'origine européenne, il y a 10 000 ans, elles ont commencé à avoir du sucre dans leur alimentation avec les carbohydrates amenés par les céréales. Donc ces populations-là, à savoir les populations européennes, ont eu 10 000 ans pour commencer à s'adapter à une alimentation plus riche en sucre. Donc quand on leur donne une alimentation de type industriel encore plus riche en sucre, les populations d'origine européenne sont déjà préadaptées. Et effectivement, en Asie centrale, on est allé regarder ça, les populations d'agriculteurs ont 2 fois moins de risques de développer du diabète que les populations d'éleveurs. Les populations d'éleveurs n'ont pas eu ces 10 000 ans avec une alimentation riche en céréales qui aurait permis de les adapter à la nourriture actuelle. On a pu effectivement trouver plusieurs gènes et montrer que ces sélections datent effectivement du néolithique. Alors, pour finir, on peut se poser la question donc sur est-ce que les transitions que l'on vit actuellement, donc je dirais depuis environ une centaine d'années ou 200 ans, c'est-à-dire depuis notre très très fort boom de croissance démographique et notre accroissement des technologies, est-ce que ces transitions actuelles ont un impact sur notre évolution génétique ? Alors franchement, on a très peu de recul parce que l'évolution génétique, c'est quelque chose de long.
Je vous ai montré, par exemple, des adaptations du néolithique, c'est des milliers d'années. Donc, c'est très difficile de voir, entre guillemets, l'évolution en marche. Dans 10 000 ans, on pourra voir ce qu'on était en train de sélectionner à l'heure actuelle. Il y a néanmoins quelques pistes. J'en ai trouvé qu'une. Depuis le colloque qui a eu lieu à 3-4 ans, j'ai essayé d'en chercher d'autres, mais de l'évolution en marche chez l'homme, franchement, il y a très peu de documents. J'ai peut-être une piste sur la ménopause, mais j'attends de la confirmer. Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, au Danemark ? Il y a 30% des hommes jeunes qui sont sous-fertiles. C'est une augmentation très récente. Entre 35 et 50% de cette sous-fertilité sont de causes inconnues. Il y en a, c'est des désordres chromosomiques qu'on connaît, qui existent dans un grand nombre de populations. Et il y a un type de chromosome Y qui est clairement associé à cette sous-fertilité, à cette fragilité. Autrement dit, selon le variant du chromosome Y que porte un individu, il est ou non adapté à ce nouvel environnement. Autrement dit, on voit de la sélection en marche. Il y a des individus, du fait du variant du chromosome Y qu'ils portent, ils sont extrêmement sous-fertiles et ont beaucoup plus de difficultés à se reproduire que d'autres. Donc là, c'est un exemple où la transition récente rend certains chromosomes Y mal adaptés et d'autres adaptés, et on voit de l'évolution génétique en marche. Donc, en conclusion sur sélection et génétique, ce que nous apprend l'anthropologie génétique et de regarder dans le passé, c'est premièrement le fait que nous changions notre environnement rapidement peut faire apparaître des maladaptations. Effectivement, si on était adapté à l'environnement d'avant, on change l'environnement, pendant un certain temps, on est mal adapté. Première chose. Deuxième chose, néanmoins, que la sélection continue d'agir. Donc, il y a du potentiel, entre guillemets, pour s'adapter. Alors, la sélection agit différemment de ce qu'elle a pu agir, je dirais, dans les derniers siècles, voire millénaires, parce que grâce à la médecine, on a une réduction très forte des pressions de mortalité. Il y a 200 ans, environ la moitié des enfants n'atteignaient pas l'âge de 15 ans. Donc on avait effectivement des pressions de sélection très fortes liées à la mortalité. Grâce à la médecine, heureusement, dans nos pays, les enfants en général survivent jusqu'à 15 ans. Mais la sélection continue, parce que la sélection naturelle, ce n'est pas juste la sélection pour la survie. Il faut, pour transmettre ces gènes, survivre, mais il faut aussi se reproduire. Dans nos sociétés, les dernières statistiques de l'INSEE montrent que 20% des hommes, donc si on regarde une cohorte des hommes nés dans les années 60, il y en a 20% qui ne se reproduisent pas quand même. Donc là, il y a un potentiel de pression de sélection assez fort si jamais c'est lié à des critères biologiques. Et il y a aussi la sélection sexuelle, mais là, ça sort un peu de l'exposé d'aujourd'hui. Donc, en conclusion, le fait que nous créons et transmettons de la culture n'est pas la fin de notre évolution biologique. D'abord parce que la culture interagit avec la diversité génétique, peut être un moteur de diversité génétique, et que c'est sur un réservoir de diversité génétique qu'ensuite on a de la sélection. Et donc, en conclusion, il y a encore du potentiel pour de l'adaptation biologique. C'est-à-dire, non seulement on change nos environnements, mais en retour, les environnements changeants jouent sur notre évolution et sur notre adaptation biologique. Bon, c'est clair que c'est des phénomènes qui prennent du temps, mais c'est des phénomènes qui existent. Et donc, pour finir, merci de votre attention et l'ensemble des gens avec qui j'ai pu travailler.